Bonjour, donc Éric Lachaud. Je suis doctorant depuis l'âge de 17 ans et vous voyez comme quoi ça dure, quoi. Non, je suis doctorant donc auprès de l'université néerlandaise avec lequel je travaille depuis maintenant 5 ans. Je suis en même temps consultant euh, en CRM, donc tout ce qui est effectivement software qui gère de la donnée client, et je suis un expert GDPR pour le compte d'une grosse société actuellement. Et je participe aussi actuellement à une étude sponsorisée par la Commission européenne pour implémenter en fait l'article 42-43 du GDPR que vous connaissez peut-être. Merci Eric. Donc, Madame Sophie Nerbonne de la CNIL. Bonjour à tous. Donc, Sophie Nerbonne, je suis d'origine juridique, juriste de base et directrice donc de la conformité à la CNIL. La direction de la conformité, c'est la direction qui est en phase sur tous les projets menés par les responsables de traitement et de façon plus générale, tous les traitements et problématiques rencontrées par les professionnels, qu'ils soient du secteur privé comme du secteur public. Donc c'est effectivement au sein de cette direction que nous avons décidé de créer un nouveau service, des outils de la conformité, parmi lesquels on trouve effectivement les mécanismes de certification. Merci. Donc, Laurent Midrier, donc, qui est vice-président stratégie et innovation de Bureau Veritas. Voilà. Et bonjour, donc moi je travaille chez Bureau Veritas depuis 10 ans maintenant. Je suis en charge de la stratégie et de l'innovation. Alors la raison de ma présence ici, c'est que d'abord Bureau Veritas, c'est une entreprise qui fait de la certification depuis 1828. Donc c'est une entreprise qui est née en 1828 lors de la première mondialisation pour justement assurer une partie des transactions dans le domaine maritime. Donc c'est une société qui a été créée à l'origine par des assureurs qui avaient besoin d'un évaluateur indépendant de la solidité des navires avant de les assurer. Et depuis cette création, la société a fait toujours le même métier, c'est délivrer des certificats sur des produits, sur des équipements, sur des entreprises, et qui, évidemment, le monde s'étant complexifié, c'est plus que des bateaux, c'est beaucoup de choses qui entrent en jeu dans la certification. Et la raison de ma présence ici est que nous avons travaillé sur les données personnelles depuis 3 ans, ça va faire à peu près ça, donc avant que le règlement soit publié, sur la base d'une vision, enfin d'une intuition, qui était que finalement les citoyens ou les consommateurs donnaient leurs données personnelles à des entreprises lorsqu'ils avaient confiance dans la marque de cette entreprise. Et souvent, on réduisait finalement la gestion de la donnée personnelle à une conformité juridique, et nous, on y voyait un sujet d'engagement vis-à-vis d'une marque. C'est-à-dire que je donne quelque chose à une marque parce que j'ai confiance en elle et je sais qu'elle va en faire quelque chose. Et donc la certification est un moyen de donner une certaine crédibilité au discours de l'entreprise qui va récupérer ces données personnelles. Voilà. Merci Laurent. Et enfin Franck Lebeugle, qui est directeur général d'AFNOR Certification. Bonjour à tous. AFNOR est également une vieille dame, hein, elle a 90 ans. Elle a été fondée à l'époque où il y avait nécessité de se mettre d'accord sur des normes volontaires entre des industries au démarrage. Et donc, elle a, depuis 90 ans, ce rôle pour la France d'établir des normes au niveau national et de représenter la France à l'international sur l'établissement de ces normes pour qu'on se mette d'accord au plus haut niveau. Et on verra que sur les données personnelles, l'ISO est en train effectivement d'adopter, au-delà de la réglementation, des normes volontaires dans la protection, la privacy management, comme on dit en anglais. Voilà. AFNOR Certification délivre des signes de fiabilité. Je suis tout à fait d'accord avec effectivement Marc sur le fait que le mot de confiance est à prendre avec, fortiori après tout ce que nous a expliqué, avec beaucoup de précautions. Et donc délivre des signes de fiabilité dans le numérique, notamment sur l'e-réputation, la gestion des avis, et évidemment depuis 2 ans et demi, en préfigurant le RGPD, commencer à travailler sur une certification dans le domaine de la circulation des données personnelles. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc avant de commencer cette table ronde, je vais vous donner quelques éléments de référence en matière de certification. Je vais aller très vite.
Donc, en fait, sur les labels que nous avons étudiés en matière de données personnelles, ces labels présentent des schémas qui ont de fortes similarités, des schémas qu'on retrouve en règle générale sur des produits et services certifiés. Donc, ces schémas se basent sur un référentiel, donc des critères qui vont être établis par une autorité, ou publique ou privée. À partir de ce référentiel, donc, on va établir une procédure d'évaluation. Donc, on va évaluer à partir du référentiel ce qui se passe, par exemple, dans l'entreprise en matière de données personnelles. Et cette évaluation peut se faire principalement de 3 façons. Une simple autodéclaration. L'entreprise remplit un papier et dit oui, ne vous inquiétez pas, tout ce que je fais en interne est conforme au référentiel. Ça peut être aussi un audit sur pièce. Typiquement, la CNIL, dans ses labels, pratique l'audit sur pièce, donc demande certains justificatifs pour voir si le référentiel est bien suivi par l'entreprise, ou un audit sur site, donc aller voir dans l'entreprise réellement ce qui se passe. Donc une fois que l'entreprise ou la procédure a été évaluée, l'organisme émet une attestation de conformité, alors qu'il peut être délivré soit par l'organisme qui a lui-même procédé à l'évaluation, c'est le cas des labels CNIL. La CNIL fait vraiment définir le référentiel, applique elle-même la procédure d'évaluation, délivre l'attestation, ou aussi le certificateur. C'est-à-dire que le référentiel peut être défini par une première entité. Typiquement, si on s'oriente vers cette solution-là sur la certification GDPR, la CNIL, par exemple, pourrait définir un référentiel. AFNOR et AFNOR Certification et Bureau Veritas pourraient faire la procédure d'évaluation. Et donc, une fois qu'on a cette attestation de conformité, certains aimants de transparence aussi apparaissent. Ça peut prendre la forme d'un logo qu'on connaît bien. Ça peut être aussi des rapports de certification, typiquement des résumés de rapports de certification que l'on trouve en ligne sur le web. Et enfin, si on veut vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, la dernière partie, ce sont des contrôles, des contrôles annuels, ou ça dépend des secteurs, et puis aussi des recours et des sanctions. Et là, vous verrez dans le livre, c'est une question un petit peu plus problématique, mais on pourra peut-être aussi revenir sur ces questions-là durant la table ronde. Enfin, les options laissées par le règlement. Le règlement, vraiment, n'impose pas de solution. Il encourage les États membres à mettre en place des éléments de certification qui s'insèrent donc dans la mise en œuvre de l'obligation de responsabilité. Donc les labels, c'est ouvert, peuvent être délivrés soit par une autorité publique, soit par une entité privée, donc soit typiquement en France par la CNIL ou par le Comité européen de protection des données, donc le G29 actuellement. Les organismes de certification, quand ils sont privés, devront de toute façon être agréés, GDPR, donc soit au niveau national, soit donc par la CNIL ou par l'organisme national d'accréditation, donc en France, le COFRAC, sur des critères également approuvés soit au niveau national, soit au niveau européen. Donc se pose pas mal par rapport à toutes ces options des questions en ce qui concerne l'harmonisation des schémas de certification. Et typiquement, Eric, tu as écrit un article et tu t'es demandé s'il n'était pas possible de reprendre le schéma de certification du marquage CE et de l'appliquer à la protection des données personnelles, ce qui pose d'énormes questions qui ne sont pas forcément résolues. Et puis aussi des questions au niveau de l'harmonisation du référentiel. On peut, je vous l'ai dit, avoir des différents référentiels établis au niveau national. Une des pistes qui va être évoquée tout à l'heure serait qu'il y ait un principe de reconnaissance mutuelle qui est très connu en droit au niveau de l'Union européenne. Donc la CNIL allemande pourrait reconnaître des référentiels adoptés par la CNIL française, par exemple, ou on a d'autres solutions. Ce serait effectivement d'aller au niveau européen, le comité européen, qui pourrait valider des référentiels. Et puis, d'autres pistes qui sont actuellement à l'étude, c'est au niveau des organismes de scène, effectivement l'ISO notamment, la Commission européenne, par exemple, a confié un mandat qui est en cours de développement au niveau du comité européen de normalisation pour pouvoir, à partir des travaux effectués au sein du CEN, pouvoir établir un référentiel. Donc tout ça pose des questions très auxquelles on n'a pas forcément de réponse, mais on va les discuter. Donc sur quel niveau de protection se baser? Est-ce qu'on doit avoir un niveau de protection au moins au départ relativement faible pour attirer de multiples entreprises? Typiquement, le cas du marquage CE sur l'autocertification, c'est un petit peu le pari qui avait été fait. Ou est-ce qu'on doit au contraire avoir des référentiels qui, dès le départ, assurent un niveau certain de protection des données? Et puis surtout, dans quel domaine? Les acteurs se posent beaucoup de questions. Quels vont être les premiers domaines concernés par ces certifications GDPR ou d'autres types de certifications? Car le marché de la certification des données personnelles est vraiment un marché, je pense, on serait d'accord pour le dire, qui est en train de prendre de l'essor.
Donc, par rapport à toutes ces questions, l'actualité est très, très riche. On a vu un projet de loi relatif à la protection des données personnelles qui va mettre en conformité le droit français avec le GDPR, qui aborde cette question des certifications et des pouvoirs de la CNIL en la matière. On a aussi des lignes directrices du G29 sur l'accréditation des organismes de certification qui ont été soumises à consultation le 6 février dernier. Et puis, dernière actualité, le 23 février, la CNIL qui a annoncé qu'elle allait mettre progressivement fin à son activité de labellisation et que donc le relais allait être pris par des certifications qui seront délivrées par des organismes certificateurs sous l'œil, bienveillant ou pas, je ne sais pas, de la CNIL, mais sous l'œil de la CNIL en tout cas. Donc, pour commencer, ma première question à chaque participant de la table ronde, c'était effectivement de savoir quelle est votre conception de la labellisation? On a ici un représentant d'une autorité publique, puis des organismes privés. Comment vous concevez donc cette conception de la labellisation en règle générale? Est-ce que pour vous, c'est une simple indication de conformité? Est-ce que ça va au-delà? Est-ce que c'est un instrument de gestion du risque? On s'en doute à travers le GDPR, il est beaucoup question de gestion de risque en matière de protection des données dans le GDPR. Et puis pour en obtenir quels avantages, ou peut-être quels sont les inconvénients effectivement de cette conception. Je vous laisse commencer, Mme Lermoine. Merci beaucoup. Et effectivement, peut-être un premier mot pour faire preuve de modestie, parce que certes, la CNIL est une autorité administrative indépendante, elle a 40 ans, donc elle est effectivement jeune par rapport aux maisons que vous représentez, messieurs. Et l'activité de label que nous avons initiée en 2012, avait un caractère quasi expérimental. Nous basculons maintenant à un véritable dispositif de certification que nous ne connaissons pas. Donc je crois qu'effectivement, on est en phase d'apprentissage effectivement d'un métier qui est nouveau, qui n'est pas le nôtre. Donc là-dessus, on considère qu'effectivement, via le règlement sur la protection des données qui met l'accent sur les mécanismes de certification, labellisation et marque, également les codes de conduite adoptés par les professionnels avec un dispositif de supervision pour en assurer l'effectivité, sont des outils de conformité permettant aux acteurs professionnels qui pourraient s'en prévaloir de démontrer qu'ils respectent effectivement le règlement, puisque ce règlement européen repose sur un principe qui est très différent de ce qui existait jusqu'à présent, où on avait effectivement à la charge des responsables de traitement l'obligation de faire des formalités administratives auprès de la CNIL, de faire des déclarations, des demandes d'autorisation pour les traitements les plus sensibles ou des demandes d'avis. Et toutes les déclarations et la quasi-majorité des demandes d'autorisation disparaissent. Certaines demandes d'avis également. Donc, vous voyez, les formalités administratives remplies au préalable par les acteurs professionnels sont supprimées au bénéfice d'une internalisation chez ces acteurs de l'obligation de se conformer, avec effectivement la mise en place opérationnelle dans leurs organismes respectifs d'outils, de procédures, de recours à une personne qui est le délégué à la protection des données et qui sera en fait un nouveau métier quand on y pense. Et de fait, si nous avons indiqué que nous souhaitions effectivement assécher le flux des demandes de labels que nous recevons sur les 4 référentiels que nous avons eu l'occasion d'élaborer ces dernières années, c'est tout simplement parce qu'en termes de ressources, on part quand même d'un constat qu'on ne peut pas continuer à mener de front une activité où, comme vous l'avez indiqué, nous faisions toute la chaîne, c'est-à-dire élaboration du référentiel d'une part, instruction des dossiers par ailleurs avec délivrance du label
et effectivement contrôle, et je peux le dire maintenant, en définitive, les contrôles ont été très peu nombreux, ce qui n'est pas normal, puisqu'effectivement, il faut pouvoir, pour être crédible, assurer ces contrôles de façon régulière. Et de ce fait, nous pensons qu'effectivement, il est nécessaire de terminer ce premier cycle qui nous a permis d'aborder ces sujets que connaissent très très mal nos collègues européens. Et c'est vrai que lorsque vous évoquez effectivement ces mécanismes, nos collègues européens, si on a autant de mal à sortir ces lignes directrices sur la certification, puisque les travaux ont été engagés il y a plus de 18 mois, et je dirais qu'on patine gentiment, c'est quand même un gros souci. Et je suis convaincue qu'il va y avoir d'abord des mécanismes de certification qui vont se développer dans le domaine de la protection des données au niveau national et pas au niveau européen, parce que effectivement, on sent bien qu'il y a un manque de maturité chez nos collègues européens, parce qu'ils n'ont jamais traité de ces questions-là. Très bien. Laurent ? Oui. Je pense qu'il y a une première distinction que je voudrais faire, c'est entre certification et label. La certification, c'est l'émission d'un certificat, donc suite à audit, en particulier quand on parle d'organisation, mais ça peut être quand ce sont des produits, ça va être plutôt du test ou de la vérification dans l'usine. Mais c'est l'émission d'un certificat ce certificat, c'est un document qui dit qu'un produit, une organisation, respecte un certain nombre de règles qui sont dans un référentiel. Et cette certification, elle a été émise après un audit. Un audit, ce n'est pas une évaluation avec des étoiles. C'est un acte où on va vérifier sur site, où on va interroger les personnes et on va, l'organisme certificateur, sur la base des informations qu'il aura récoltées, va émettre un certificat. Et ce qui est important dans l'audit, c'est que l'audit, il est concentré sur l'avenir. Et ça rejoint un peu ce qu'a dit Marc, c'est-à-dire que l'audit, ce n'est pas l'évaluation de la performance passée. L'audit, c'est j'ai face à moi une organisation qui dit qu'elle est organisée pour traiter les données personnelles. Et ce qu'on demande à l'auditeur, c'est de donner un avis sur le fait que cette organisation, dans les 3 prochaines années, elle va continuer à respecter les procédures qu'elle a mises en œuvre. Donc l'audit, effectivement, c'est vérifier, avoir des preuves que ce qu'elle a fait dans le passé était bon, mais c'est aussi, l'audit, l'auditeur, il est concentré sur l'avenir, en regardant évidemment le passé. Donc c'est ça ou le présent. Oui. Ce qui est différent de ce qu'on voit souvent sur Internet, qui est une évaluation de la performance réalisée. Les étoiles sur Internet, c'est voilà, sur les 5 dernières commandes, j'ai livré à l'heure. Donc je pense que la distinction évaluation, audit, certification est quand même importante. Parce que sinon, on ne sait pas ce que c'est. Un label, finalement, ce n'est qu'une expression, c'est qu'une marque. C'est l'expression marketing de quelque chose, c'est ce qu'on voit. Par exemple, Bureau Veritas a émis un référentiel de certification sur GDPR, il n'y a pas de label. Puisque en fait, ce que les clients veulent, ce n'est pas une marque. Ils veulent que ce soit l'entreprise Bureau Veritas et sa marque mère qui leur servent de garant de crédibilité. Ils n'attendent pas d'une marque spécifique. Quand ils cherchent un label CNIL, ils cherchent finalement à récupérer une partie de la crédibilité de la CNIL pour leur propre crédibilité. Alors après, sur l'aspect GDPR, moi, on en a parlé, Claire, j'ai un point. Je pense que la vision est très B2C et l'impact du label sur le citoyen, le consommateur, le citoyen. Je pense que le premier impact de la certification, ce n'est pas sur le B2C qu'on va le voir, c'est sur le B2B. Parce que là, la certification, elle a une valeur économique extrêmement forte. Vous allez vite comprendre. Quand vous êtes responsable du traitement, vous êtes obligé de qualifier toute votre chaîne de sous-traitance. Donc, encore plus avec le GDPR et les vous nouvelles obligations. êtes obligé. Donc vous êtes dans vos spécifications d'achat, vous devez vérifier que vos sous-traitants qui vont traiter les données apportent un certain nombre de garanties. Quand vous n'avez pas de certification, vous êtes obligé d'aller auditer vos sous-traitants. C'est-à-dire que tous les responsables de traitement vont être obligés de faire ces audits-là. Alors, vu du responsable du traitement, c'est sa responsabilité, il l'exerce. Vu du sous-traitant, ce sous-traitant-là, il va travailler pour plusieurs donneurs d'ordre. Donc, il va se retrouver avec une multitude d'audits qui vont être peut-être de L'Oréal un jour, de Michelin le lendemain, parce que comme c'est quelqu'un qui processe des données, qui vont avoir chacun des spécifications d'achat
qui vont être différentes. Donc là où la certification elle apporte une valeur économique, c'est que dans les relations B2B, c'est un référentiel où chacun reconnaît que le respect par l'organisation de ce référentiel est un signe de bonne organisation. Et d'ailleurs, dans le règlement, il y a beaucoup d'articles où il dit que pour le transfert des données à l'étranger, si le sous-traitant est certifié, c'est une garantie possible. Quand le sous-traitant est certifié, c'est aussi une garantie que le responsable du traitement a bien fait son travail. Donc je pense que le premier effet ne va pas être réellement économique vers le label qu'on va voir sur des sites Internet. Il va être plutôt dans les specs d'achat des grands donneurs d'ordre qui vont imposer à leur chaîne de sous-traitance une certification. La certification, c'est une sorte d'externalisation de la vérification de la conformité. Et vous voyez bien que vous avez des chaînes de sous-traitance très compliquées qui s'entrecroisent. C'est un instrument économique efficace. Je vais vous donner juste un exemple de ça. On a beaucoup de demandes en Inde pour être certifié parce que toute la chaîne de sous-traitance indienne des données, elle voit très vite qu'elle veut être certifiée maintenant pour pouvoir demain répondre aux appels d'offres des entreprises européennes. Et là, je pense que cet effet-là économique, il va être le premier avant qu'on voit des labels qui vont fleurir sur le site Internet. Et le fait qu'il y ait ce foisonnement avec les centaines de labels qui existent, c'est tout à fait classique en certification. Quand vous avez un nouvel enjeu, vous avez plein d'initiatives. Et puis, l'ISO va faire son travail. Il y en a une qui va émerger, c'est celle qui va émerger. Elle va se baser sur les premières expériences. Franck d'abord, et puis ensuite Eric qui va nous amener le point de vue critique. Tout à fait d'accord avec ce que Laurent a précisé sur les principes de la certification et AFNOR Certification est rentré exactement dans la même logique. Il y a néanmoins peut-être une nuance, notamment par rapport à la métaphore qu'a utilisée Marc longuement, c'est que cette certification sur les données personnelles est un permis de conduire et elle ne va pas, en tout cas ce qui concerne AFNOR, se prétendre, et donc avec une certaine humilité, se prétendre garantir la stricte conformité au règlement. Tout comme un permis de conduire n'empêche pas effectivement l'arrivée d'accidents. Donc je crois que c'est important de le préciser parce que souvent on l'a vu dans d'autres secteurs avec la création de l'Agence française anticorruption et les certifications qui sont nées avec ces poussées réglementaires. Certaines entreprises pensent qu'à travers la certification, elles vont automatiquement se prémunir de tout l'aspect contrôle et obligation de résultat. Non, ça n'est pas la même chose que la certification est un des outils, il y en a d'autres, on en verra fleurir d'autres. Vous avez choisi dans le thème de livre de la certification des labels, des signes de fiabilité. Il y aura d'autres mesures pour se préparer en interne à d'éventuels effectivement contrôles, voire éviter le maximum les risques liés à la circulation des données personnelles. Mais je crois que c'est important de préciser aussi, en attendant peut-être que les lignes directrices soient values, que cette certification, en tout cas pour AFNOR, ne vaut pas conformité et il faudra de toute façon aussi s'organiser par rapport. En revanche, c'est un bon moyen de se préparer à ce type de contrôle. Et ça, on l'a vu dans d'autres expériences réglementaires. Voilà pour la petite nuance par rapport à ce que Laurent a présenté, auquel je souscris. Eric, peut-être ? Eric, en ce qui concerne la présomption de conformité ? C'était juste pour revenir sur les propos de Laurent et de la problématique en fait que pose, j'allais dire, l'alternative que vous proposez donc chez Bureau Veritas, en pensant qu'en effet, le premier marché de la certification va être effectivement le B2B, donc la certification entre entreprises. Le problème que ça pose, c'est que dans des grosses entreprises aujourd'hui, l'ISO a développé une certaine approche en fait donc de la protection des données qu'ils ont appelée en anglais privacy. Et donc aujourd'hui, j'allais dire que beaucoup d'entreprises sont effectivement certifiées par rapport à des normes ISO qu'ils appliquent. Et lorsqu'effectivement on va devoir appliquer la réglementation issue du GDPR, eh bien l'approche n'est pas tout à fait la même. Et elle sera dans certains cas, je dirais, additionnelle. Et donc l'un des grands challenges effectivement pour des entreprises comme la vôtre sera de positionner, j'allais dire, vos schémas de certification par rapport à ceux qui sont déjà existants et qui ont déjà été passés, et si possible de ne pas trop rajouter, j'allais dire, de couches qui vont être coûteuses pour les petites entreprises et les grosses. Et
plus particulièrement pour les petites entreprises. Donc, j'allais dire que le gros challenge aujourd'hui de la certification dans le RGPD, c'est bien effectivement de trouver sa place et d'apporter vraiment quelque chose. Parce que si c'est pour aller faire la même chose que ce qui se fait déjà, je ne vois pas trop l'intérêt pour une entreprise, si vous voulez, d'aller faire 2 fois une certification ISO et demain une excellente certification Bureau Veritas. Donc, il faudra effectivement positionner ces certificats pour pouvoir savoir si c'est au-dessus ou si c'est à côté ou si c'est dedans, pour que ça apporte une vraie valeur ajoutée. Voilà, c'est ça que je voulais apporter effectivement comme précision vu de ma fenêtre d'universitaire. Et sur la présomption de conformité ? Sur la présomption, si tu me chatouilles sur le sujet, oui, alors j'allais dire qu'il y a 2 aspects. La présomption de conformité, on la connaît. Alors, je ne vais pas rentrer sur un cours sur la certification, c'est particulièrement ennuyeux, mais pour vous parler effectivement du marquage CE que vous pouvez voir sur tous vos appareils, eh bien, le grand intérêt du marquage CE pour les entreprises, c'est que au moment où effectivement vous allez vous auto-certifier ou vous allez vous faire certifier par un tiers certificateur, comme ces messieurs, eh bien, vous avez la capacité de pouvoir vendre votre appareil partout en Europe en vous le faisant certifier une seule fois dans un seul pays. Et ça, pour le coup, si vous voulez, j'allais dire que c'est un vrai intérêt, une vraie incitation, si vous voulez, à utiliser de la certification, puisque cela vous permet d'avoir un avantage que vous allez pouvoir, j'allais dire, commercialement utiliser. Et l'un des grands problèmes, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, dans le règlement européen tel qu'il est écrit, j'allais dire que la présomption n'apporte pas, j'allais dire, autre chose que la satisfaction, si vous voulez, d'être conforme. Donc, tout ça est tout à fait sympathique, mais aller dépenser 20 000 € pour avoir la satisfaction, si vous voulez, être conforme à la loi, je ne suis pas sûr que ça va motiver beaucoup de gens. Donc, si effectivement, derrière, on pouvait avoir une véritable incitation qui soit, pour le coup, j'allais dire, monnayable, eh bien, la certification, à mon sens, aurait effectivement plus d'intérêt pour les grosses et les petites entreprises. Et cette incitation, quelle pourrait être ? Elle pourrait être nombreuse. Elle pourrait être surtout de clarifier déjà quel est le statut de la certification. Parce que le statut de la certification, j'allais dire, il diffère d'un pays à un autre. Et j'allais dire, au niveau européen, on ne sait pas vraiment, j'allais dire, quelle valeur a une certification. C'est ennuyeux et c'est quelque chose qu'il faudra sans doute régler par des mesures d'harmonisation assez rapidement. Parce qu'aujourd'hui, j'allais dire, vous obtenez une certification en France, elle n'aurait pas forcément la même valeur qu'elle l'aura, si vous voulez, en Allemagne. Alors, imaginez quand vous avez une entreprise qui va faire tous les pays les uns derrière les autres, où elle va se retrouver avec un truc qui, effectivement, d'un pays à l'autre, n'aura pas forcément la même valeur. Donc, la problématique d'avoir effectivement une reconnaissance mutuelle entre les pays se pose toujours et n'a pas été réglée. Donc, ça, c'est une vraie problématique sur laquelle il va falloir que, j'allais dire, les autorités européennes et sans doute nationales s'accordent, soit sur la base de choses qui existent déjà, parce qu'il y a déjà des choses qui existent dans d'autres domaines, parce que la certification n'a pas été inventée par les données personnelles, elles existaient avant, et donc de se poser assez rapidement la question de dire, est-ce qu'on fait bande à part et on essaye de réinventer la roue, ou est-ce qu'effectivement on essaye de s'intégrer dans des choses qui sont préexistantes pour pouvoir assurer effectivement, j'allais dire, un achat, j'allais dire une prise en charge effectivement de la certification par les entreprises qui fasse qu'elles aient envie vraiment d'y souscrire. Donc, dans le cadre de cette intégration de choses préexistantes, on pense à l'ISO ? Oui, évidemment. Avec une précision, c'est que l'ISO travaille actuellement sur le privacy management. Il y a des normes ISO sur la cybersécurité, sur des données. Pas encore, hélas, sur le privacy management et, on va dire, transposer au niveau mondial ce que l'Europe a montré sur les données personnelles. Donc, lorsque ces normes ISO seront adoptées, votées, on l'espère avec le maximum de pays, il y aura la possibilité de proposer aux entreprises effectivement des certifications sur ces bases ISO. Mais jusque-là, on a effectivement, nous, en tout cas côté AFNOR, des demandes d'entreprises qui sont déjà certifiées sur la cybersécurité, l'ISO 27001, je vais essayer de ne pas trop prononcer de nombres et de normes. Et donc il y a déjà des entreprises qui connaissent ce système ISO et qui disent mais est-ce que vous pouvez aussi effectivement embarquer la préoccupation de me préparer au RGPD. Mais je pense que l'adoption d'une norme effectivement au niveau mondial et vraiment bénéficier de l'avancée européenne et le transposer au niveau mondial serait effectivement pour les entreprises une source de simplification que de ne pas se poser la question est-ce que
Est-ce que j'ai un label? Alors en plus, on peut imaginer, est-ce que je choisis telle ou telle entreprise pour me faire label certifié? Donc c'est la force que pourrait apporter l'ISO au niveau des entreprises, de simplification. Attends, chacun son tour. Laurent, vous voulez... Alors, allez-y, Sophie. Je crois que effectivement, c'est vrai que cette notion de protection des données qui est quand même fondamentalement européenne, et le règlement à cet égard-là est un grand atout parce que même si il est touffu, complexe, on se félicite vraiment qu'il ait été adopté parce qu'effectivement, il porte un message très clair. Maintenant, après, le défi, c'est de le mettre en pratique, hein, effectivement. C'est celui d'une même voix, un même texte qui porte haut la protection des données personnelles pour effectivement replacer l'homme au cœur de la société numérique, alors que dans notre environnement, effectivement, caractérisé par l'opacité des écosystèmes, une fracture dans l'éducation au numérique qui est énorme. Il y a un besoin absolument évident de la préservation des droits et des libertés individuelles dans ce nouveau contexte numérique. Mais c'est vrai que c'est un pari européen. On s'appuie beaucoup sur des réseaux, que ce soit les réseaux de la francophonie hispanique, pour effectivement diffuser cette culture juridique au travers des pays membres de ces réseaux. Et ça marche bien, effectivement. Et puis, on a des contacts avec la zone APEC, donc Asie-Pacifique, avec laquelle on travaille à trouver des voies d'interopérabilité, quand bien même les cultures juridiques sont différentes. Et effectivement, et c'est assez intéressant de le signaler parce qu'il existe des codes de conduite pour les multinationales qu'on appelle les règles internes contraignantes en matière de transfert, qui permettent effectivement de pouvoir effectuer des transferts hors de l'Union européenne. Dans la zone Asie-Pacifique, il existe un système assez similaire, mais qui repose, lui, sur justement une certification qui est effectuée par Trusty. Et pas que. Mais enfin, pour ce qui est des Américains, c'est effectivement Trusty. Et puis chaque pays, effectivement, choisit son organisme certificateur. Et la particularité de la certification telle qu'elle est prévue par le règlement, c'est qu'elle est volontaire. Ce n'est pas une certification obligatoire. Et ça, je crois que c'est assez important, effectivement, d'avoir en tête qu'il y a les certifications obligatoires. Et par exemple, la France a une spécificité qui est, pour les hébergeurs de données de santé, d'avoir prévu une réglementation où c'était préalablement un agrément des hébergeurs de données de santé et qui a été basculé en un mécanisme de certification désormais, qui est obligatoire, alors qu'effectivement le règlement n'impose pas ce mécanisme, il reste facultatif. Oui, c'est juste pour revenir enfin, sur la note positive, j'allais dire, de ce que vous disiez, c'est que on pourrait imaginer, parce que ça s'est déjà passé, que, en effet, si l'Europe parvenait, par le biais des travaux dans les comités donc, de normalisation internationaux, puisque c'est un travail de tous les jours, hein, et effectivement, il y a des travaux en cours, à faire passer, j'allais dire, des principes qui ont été écrits effectivement dans notre loi, on pourrait imaginer qu'il se passe ce qui s'est passé avec le marquage CE, puisque nous sommes parvenus en tant qu'Européens à imposer en fait au marché mondial les normes européennes. Et donc aujourd'hui, si vous voulez travailler sur un marché de 500 millions de personnes, eh bien vous devez être conforme avec les normes sécurité environnement européennes. Et donc les grosses entreprises aujourd'hui, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent, j'allais dire, nos règles contraignantes comme la base et elles l'appliquent partout dans le monde. Donc si on était, j'allais dire, assez unis et qu'on parvenait à faire ce travail, on pourrait imaginer, j'allais dire, de refaire le même coup. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les Asiatiques, si vous voulez, les Américains ont bien compris, si vous voulez, la leçon. Et le dernier coup, ils se sont bien fait avoir, puisque maintenant, effectivement, ils sont obligés d'appliquer ces règles à leur corps défendant. Et donc, ce tour-ci, ça sera beaucoup plus difficile. Mais cependant, je sais que la CNIL participe au comité de normalisation. On pourrait espérer qu'effectivement, l'Europe elle-même s'investisse dans ce travail pour faire passer, effectivement, la voix des 28,
dans ce domaine et espérer demain être effectivement, entre guillemets, les leaders ou au moins les porte-parole d'une certaine protection des données et non plus, j'allais dire, d'un privacy qui est effectivement pas forcément, j'allais dire, l'approche que nous avons voulu mettre dans ce règlement. Peut-être un point sur ce que Mme Nerbonne a précisé. Certification volontaire, absolument indispensable de préciser cette notion de volontaire. Il y a d'autres mesures pour se préparer au RGPD. Et je peux vous assurer que j'ai beau être dirigé une entreprise de certification, on reçoit des mailings chaque jour, je suis sûr que toutes les entreprises reçoivent, pour des moyens de se faire accompagner et des propositions. Donc la certification est un moyen de se préparer. Ça ne garantit pas, comme je le disais tout à l'heure, pas plus que ce fameux permis de conduire de nombre d'accidents. Et donc c'est un des moyens de se préparer. Et donc cette notion de volontaire, à la différence des hébergements de données de santé, est très important. Parce qu'effectivement, il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame avec des certifications obligatoires. Donc là, on vient de voir que la certification peut être un instrument d'exportation de la norme européenne au service de la privacy. Donc exporter nos normes GDPR à travers cette certification. Ce serait couvrir l'article 3 du RGPD qui veut qu'effectivement on applique la loi, j'allais dire en dehors de nos frontières, dès lors que l'on applique, enfin que l'on traite des données de résidents européens. Donc ça irait dans le sens de ce que la loi a voulu faire, c'est-à-dire de protéger nos données, même si elles sont traitées par Google et Facebook. Extraterritoriale, tout à fait. Donc ça, c'est un premier apport qui peut être très positif de la certification. Mais le deuxième apport concerne peut-être les PME. Dans quelle mesure cette certification peut accompagner les PME dans la mise en œuvre du règlement? Comment est-ce que vous percevez cette spécificité PME? Parce qu'il faut bien le dire, certaines obligations du GDPR s'adressent surtout aux grandes entreprises qu'on ne citera pas ici, et sont peut-être un peu moins, un petit peu plus lourdes pour des PME à mettre en œuvre. Donc comment la certification pourrait les accompagner? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en définitive, il y a effectivement eu énormément de buzz sur l'application prochaine du règlement général sur la protection des données, qui, sur le fond, reprend les principes de protection des données qui existent donc en France depuis 40 ans, et que les PME découvrent la loi informatique et liberté. Elles ont juste 40 ans de retard. Mais c'est vrai que c'est l'occasion, et il faut voir le côté positif des choses, c'est qu'effectivement, elles s'emparent du sujet. Et si elles s'emparent du sujet, c'est... Moi, je confirme, parce que je fais cours dans l'incubateur ici aux startups. J'ai jamais eu autant de startups. Elles étaient toutes présentes la dernière fois. D'habitude, j'en ai que 2 ou 3. Donc, eh bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et on le perçoit complètement, nous aussi. Elles étaient prêtes à mettre de l'argent dans leur conformité pour la première fois. Ça, c'est encore mieux. Ouais. Et effectivement, je rejoins, vous voyez, pour être intervenue auprès de la Confédération des PME, qui sont extrêmement angoissées et qui se disent, mais comment peut-on faire face à cette espèce de ce qu'ils se représentent comme un tsunami réglementaire et qui nous ont fait remonter ce que vous décriviez, c'est-à-dire que les plus grandes sociétés dont elles sont les sous-traitantes demandent effectivement, dans le cadre maintenant de la surveillance de l'ensemble du cycle de vie de la donnée et de ce qui se passe, pas simplement au sein de l'entreprise, mais en dehors de l'entreprise, mais s'agissant de ces données, de bien vérifier effectivement quelle est l'utilisation qui va en être faite par les sous-traitants. Je confirme complètement que les PME sont mises, elles se trouvent enjointes de satisfaire aux obligations de sécurité et aux nouvelles obligations qui sont effectivement dans le règlement pour mise à la charge des sous-traitants. Et qu'à cette occasion, pour elles, le deal, c'est de se mettre en conformité ou de perdre leurs clients. Donc, je veux dire que là, effectivement, elles sont dans une situation délicate. Et nous comprenons parfaitement qu'effectivement, quand on n'a pas de service juridique, que effectivement, les problématiques juridiques s'ajoutent les unes aux autres, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc, nous avons engagé un travail qui devrait aboutir à la fin du mois de mars, début avril, qui est un guide pratique à l'attention des PME qui est édité avec la BPI pour pouvoir effectivement
décortiquer les obligations de protection des données de façon simple, intelligible pour des non-juristes, mais qui effectivement reprennent les grands principes fondamentaux. Et sur des problématiques de fichiers massifs de gestion clientèle ou de gestion administrative des salariés, nous travaillons aussi sur l'élaboration des fameuses listes prévues par le règlement sur les traitements devant faire ou non l'objet d'une analyse d'impact, qui suscite beaucoup d'inquiétudes sur la façon de procéder. Et là aussi, nous avons mis en ligne des outils pratiques, un logiciel que toute personne peut télécharger pour pouvoir effectuer son analyse d'impact, et mis à disposition de la documentation sur ce que peut être pour un objet connecté le raisonnement à avoir pour identifier les risques pour les personnes, parce que c'est vrai que c'est une question nouvelle que l'on pose là aux acteurs économiques qui jusqu'à présent se préoccupaient de leurs risques à eux. Risque de perte de données, de remise en cause de leur actif, alors que là, on leur demande aussi d'intégrer une analyse des risques pour les personnes. Donc, il est vrai que là, on comprend que ce soit effectivement plus compliqué, mais cet outil-là n'est prévu que pour les traitements qui présentent un risque élevé. Et donc, c'est vrai que les lignes directrices du G29 ne sont pas non plus extrêmement directives, c'est le moins qu'on puisse dire, et que l'on va clarifier ceci pour que le 25 mai, ces deux listes soient faites. Sur le sujet certification et PME, je sais que souvent, ce que je vois en France, c'est qu'on dit la certification, c'est un coût pour les PME. Effectivement, la certification, c'est un coût. En Allemagne, la certification, ce n'est pas un coût. C'est ce qui permet d'accéder au marché. C'est le passeport qui me permet d'aller vendre mon produit. C'est le passeport qui va me permettre de travailler pour un grand groupe. Donc, il y a un aspect, j'ai envie de dire c'est caricatural, un peu culturel de notre rapport à la certification. On voit ça comme une contrainte administrative, comme une démarche obligatoire qui n'apporte pas de valeur. Je peux vous assurer que dans d'autres pays du monde, la certification, c'est pas vu comme ça. Il y a toujours l'aspect contrainte, mais c'est vu avant tout, c'est l'histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié vide ou à moitié pleine, c'est vu avant tout comme le moyen de travailler demain, le moyen d'exporter mes produits, le moyen d'avoir des clients dans d'autres pays, et c'est une barrière à l'entrée. C'est vu à moins, voilà. Donc il y a un peu un aspect là, mais ce que ça apporte la certification, premièrement, ça apporte normalement une simplification dans la relation avec ses donneurs d'ordre. Parce que la certification, elle est par définition normalement transparente, avec des référentiels qui sont transparents, reconnus par une profession. Et donc ça évite, quand elle existe, dans une chaîne de valeur elle existe, ça évite à chacun d'avoir à se conformer à des spécifications d'achat qui vont être différentes. Donc c'est une vraie simplification. Et donc après, effectivement, elles risquent de perdre leurs clients, puisque moi je vois très rapidement, pour discuter avec des grandes entreprises, la première réflexe qu'ils ont, c'est de dire, OK, on doit se mettre en conformité, on va déjà commencer par nos sous-traitants. C'est un réflexe assez classique dans les grandes entreprises de commencer par dire, on va déjà changer nos specs d'achat. L'autre élément, il est plus maintenant sur l'aspect crédibilité. Quand une PME n'a pas forcément une marque très forte, surtout quand elle veut rentrer en compétition avec un grand groupe qui lui a une marque forte. La certification, elle permet de dire à cette PME et aux futurs clients de cette PME, j'ai le même niveau de performance que la marque reconnue. Alors, je vais donner un exemple, pas dans le domaine RGPD, mais dans le domaine des produits. J'ai une PME, je fabrique des produits concurrents de ceux de Siemens. Siemens n'a pas besoin de prouver qu'il fait de la qualité, parce que tout le monde croit que Siemens fait de la qualité. Moi, j'ai besoin de prouver que je fais de la qualité. La certification, elle met tout le monde d'accord, puisque Siemens a la même certification que la PME. Donc la certification, c'est aussi, et c'est, je pense pour beaucoup de PME, un moyen de prouver qu'elles ont le même niveau de compétence et d'organisation que d'autres grandes entreprises qui sont installées sur le marché et qui ont cette crédibilité de marque. Je suis assez d'accord, à la limite, j'allais dire près, que c'est juste. Je suis d'accord avec ça, mais il y en a tellement qu'arrive un moment, j'allais dire, on prend laquelle ? Parce qu'il faut effectivement, j'allais dire, faire un choix. Et le risque, et il est quand même très présent, c'est
bien, again, positionner, j'allais dire, cette certification données personnelles pour savoir si c'est une certification de sécurité, c'est une certification de conformité, c'est une certification de qualité qui pourrait effectivement apporter quelque chose aux entreprises. Puisque vous parliez effectivement de la barrière d'entrée. Le problème de la barrière d'entrée, c'est que c'est quand même une barrière, quoi. Et que malgré tout, si je pourrais aller travailler, il faut demain que je sois certifié, et je voulais en venir effectivement au DPO, est-ce que vraiment c'est vraiment un gain? Par contre, si on vendait effectivement la certification comme quelque chose qui permettrait effectivement à ces entreprises de pouvoir se démarquer et de pouvoir gagner des marchés à l'exportation ou que sais-je, là, effectivement, je serais quand même beaucoup plus acheteur. Et pour le coup, j'allais dire qu'on n'est plus, dans une dépense, on est dans un investissement. Et dans ce cadre-là, si une incitation, quelle qu'elle soit, donnée par le gouvernement ou éventuellement, j'allais dire, le donneur d'ordre, ça me paraîtrait quand même tout de suite plus vendeur. Alors, juste par rapport à ce que, effectivement, Eric vient de préciser, la demande des PME aujourd'hui, je l'ai dit, c'est qu'elles ne veulent pas l'empilement des certifications. Elles sont déjà investies sur la cybersécurité, puisqu'on leur parle sans arrêt, effectivement, des menaces, y compris lorsqu'on a une PME, de se voir, effectivement, voler un certain nombre d'intelligence économique. Donc, souvent, elles viennent vers les certificateurs en disant « mais n'en ajoutez pas ». Et d'un autre côté, effectivement, elles veulent se préparer à d'éventuels contrôles, que ce soit sur la protection des données personnelles, l'anticorruption ou d'autres aspects réglementaires. Donc c'est une demande très forte des PME que de dire aidez-nous effectivement à ce qu'à travers un audit dont parlait Laurent, il y ait la possibilité de combiner l'ensemble des aspects. Alors on n'est pas toujours possible. Sur les aides, eh bien effectivement, il y a notamment dans certaines régions, sur d'autres mécanismes que la RGPD, mais j'imagine que ça va venir avec l'apparition des certifications RGPD, eh bien, il y a des régions qui s'engagent pour aider le tissu des PME pour monter en qualité, pour concurrencer des grands groupes. Et il y a des mécanismes dans certaines régions, dans les domaines aérospatial ou de cybersécurité, il y a des régions engagées. Donc on peut s'imaginer que une fois que les certifications RGPD vont être davantage répandues, il va y avoir aussi une préoccupation des régions que d'accompagner le tissu des PME. En tout cas, nous, on fera en sorte à l'AFNOR qu'il y ait cette sensibilisation des régions à la nécessité d'accompagner les entreprises. Peut-être juste un mot sur effectivement ce qui se dégage de ces échanges, sur le fait que la certification en matière de protection des données et la législation protection des données est vue comme une contrainte, comme quelque chose qui effectivement est encore une couche de bureaucratie, alors que nous sommes convaincus que c'est une façon tout simplement d'accompagner la transition numérique que connaissent tous les acteurs. Et on sait que les PME en France ne sont pas forcément très en avance par rapport effectivement à d'autres pays européens. Et donc, pourquoi nous mettons l'accent sur, effectivement, cette utilisation de la législation protection des données, et notamment au travers des différents outils mis à disposition par le règlement, dont la certification, c'est que c'est effectivement, pour nous, un atout compétitif. Et je suis intervenue dans une table ronde où un hébergeur de données de santé, donc désormais certifié et non plus agréé, disait qu'il avait pu gagner des marchés en Chine, parce que, effectivement, le mécanisme d'agrément et désormais de certification étant extrêmement pointilleux et rigoureux sur les mesures de sécurité mises en œuvre par l'hébergeur de ces données de santé, que ça avait d'une certaine façon convaincu ses clients chinois. Donc j'y pensais en vous entendant parler effectivement de la prime que pouvait représenter la certification comme étant effectivement une façon de gagner des marchés. Et dans nos échanges avec les PME, celles qui ont su anticiper, et c'est vrai que souvent ce sont celles qui sont sur les questions de sécurité informatique, et donc qui de ce fait ont fait le pari de se doter
doter effectivement d'un délégué à la protection des données et d'investir dans ce domaine-là, ce qui leur permet d'être beaucoup plus à l'aise maintenant, alors que pour les autres, il y a un effet rattrapage qui est effectivement plus difficile à faire. Et donc, par rapport à toutes ces préoccupations, concrètement, par quel référentiel doit-on commencer? Sur quoi doit-il porter? Alors, qu'est-ce qui nous a guidés? Peut-être dans les référentiels que l'on avait. Donc, on peut peut-être distinguer. La CNIL entend proposer ses propres référentiels, Ouais. et les autres acteurs pourront aussi Bien sûr. faire valider leur Ouais. référentiel par la CNIL. Ouais. Par contre, oui, si on veut être GRPD. Pas forcément. Enfin, je veux Si dire, on veut ça, être c'est vrai GRPD, que voilà. le marché est libre, donc il n'y a pas d'obligation d'en passer par la CNIL du tout. Et c'est vrai que ce que la CNIL a déterminé comme le premier référentiel de certification porte sur un référentiel qui n'est pas couvert par le règlement européen. Donc, on ne sera pas dans le champ d'application du règlement européen, puisque c'est une certification de personnes. Et en l'espèce, bien évidemment, c'est une certification des compétences que doit avoir le délégué à la protection des données. Parce que si ce délégué à la protection des données dont je vous parlais en vous disant que c'était effectivement un nouveau métier prend assez naturellement la suite de ce qui existe en France depuis une dizaine d'années maintenant, s'agissant des correspondants informatiques et liberté, le règlement insiste sur ces qualités et compétences professionnelles, sur les moyens qui doivent être mis à sa disposition. Et il y a, on évalue environ à 80 000 organismes, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, qui vont devoir effectivement, au vu des critères indiqués dans le règlement, se doter d'un délégué à la protection des données. Donc on va avoir un passage à l'échelle extrêmement important, et on sent qu'effectivement, tout le monde recherche ces personnes rares et qu'effectivement, en termes de reconnaissance de leur qualité professionnelle, un référentiel qu'on est en train de bâtir à partir de celui qui a déjà été fait par nos homologues espagnols. Donc, ils ont été les premiers à travailler sur un référentiel de ce type. Et effectivement, nous nous sommes dit que nous pourrions effectivement poursuivre cette démarche. Et très prochainement, nous allons mettre en ligne sur notre site le projet pour une consultation de l'ensemble des acteurs, puisque ça doit se faire bien évidemment avec l'ensemble de la chaîne, à la fois de ceux qui sont les futurs clients, acquéreurs de ces certificats, mais également des organismes de certification qui seraient intéressés à les délivrer. Et donc, c'est le premier chantier identifié. Donc, à la question quel référentiel, si j'avais la réponse, je pense que je la déposerais très vite, parce que je deviendrais très riche pour savoir, dans un foisonnement de 150 référentiels, quand il y a un nouveau sujet, lequel va émerger, lequel va être reconnu par l'ensemble de l'industrie, y compris des gouvernements. Je pense que ce qui est important, c'est de regarder l'histoire et ce qui se passe quand il y a des nouveaux enjeux. Il y a plusieurs façons de faire de la certification et de produire du référentiel. Soit il y a les organismes de normalisation qui fonctionnent par la recherche du consensus a priori, c'est-à-dire qu'on met l'ensemble des stakeholders autour de la table, et le consensus, on essaye de l'atteindre sur un texte et son interprétation. Il y a un gouvernement, une autorité, une agence qui peut émettre un référentiel comme le fait la CNIL, donc c'est une autre façon de faire. Mais celle qui fonctionne aujourd'hui et qui fait que les référentiels se créent et vivent, c'est que vous avez des initiatives privées qui peuvent être des consortiums industriels. On peut imaginer demain que les grands acteurs de la pharmacie se mettent tous ensemble d'accord dans une association pour s'édicter des règles professionnelles. C'est ça les codes de conduite, hein, c'est des règles professionnelles émises par les acteurs. Voilà. C'est un référentiel qui est privé, puisqu'il appartient à un certain nombre de consortiums industriels. Où ils sont émis par des organismes certificateurs comme Bureau Veritas, qui en estiment qu'on a quelque chose à apporter sur un domaine. Et ils sont mis sur le marché. Et puis là, finalement, le consensus, et on ne cherche pas le vote, comme à l'ISO des pays qui disent on est tous d'accord. Finalement, c'est une proposition qui est faite. Et puis, on s'aperçoit que dans certains cas,
ces référentiels sont ceux qui sont retenus par d'autres. Il y a un pays qui est très doué là-dedans, c'est l'Angleterre, qui a tout un système qui est quasiment pré-normatif public. C'est-à-dire que quand il y a suffisamment d'industriels qui sont concernés, ils vont très vite à un système de référentiel. Aux États-Unis, c'est complètement différent. Ce qui fait la norme, ce n'est pas l'émetteur, c'est le processus. C'est-à-dire que vous faites une norme si vous arrivez à montrer que vous avez suivi un processus, que vous avez écouté l'ensemble des parties prenantes et que vous avez obtenu un consensus. Mais l'émetteur, on s'en fiche. C'est pour ça que vous avez plein d'instituts américains professionnels qui émettent des référentiels. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce qui marche dans le monde, c'est qu'il y a une espèce de foisonnement privé où il y a des offres de référentiels qui se font. Et puis, alors là, savoir lequel va émerger en Europe des 150 et de ceux qui vont être créés, en attendant que l'ISO fasse son travail. Hein, et souvent, l'ISO, elle arrive après. C'est-à-dire qu'elle arrive quand le consensus est proche. Mais au début, il y a plein d'offres différentes. Voilà. Et donc, je n'ai pas la réponse. Alors, je suis d'accord que c'est très compliqué pour les industriels. Mais aujourd'hui, je ne connais pas la recette de cuisine. Et donc, c'est très étonnant. Je vais vous donner juste un exemple qui n'a rien à voir. Dans l'aéronautique, il y a un référentiel qualité qui s'appelle le N9100. Le N9100, ce n'est pas un référentiel ISO. Ça appartient à Airbus, Boeing, Safran. C'est un consortium d'industriels de l'aéronautique qui se sont mis d'accord sur des normes qualité communes. Principalement pour des raisons d'efficacité économique, pour que l'ensemble de la chaîne de sous-traitance aéronautique respecte le même langage. Comment est né le N9100 ? C'est un jour Boeing qui a rendu public ses spécifications d'achat qualité. En disant, ce que j'avais créé pour moi, je considère que c'est plus un avantage concurrentiel, je le mets. Airbus était obligé d'appliquer les normes Boeing. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des sous-traitants ont utilisé par défaut les normes Boeing et c'est devenu le N9100. Et voilà. Et dans l'aéronautique, si vous n'êtes pas N9100, vous faites rien du tout. Et ça marche. Hein, c'est pas. Donc voilà. Donc faut bien comprendre que dans la normalisation, la production de référentiels, c'est une activité qui est multiforme, qui est extrêmement dynamique. Quand il y a un nouvel enjeu, en plus le règlement finalement il le reconnaît puisqu'il dit je reconnaîtrai des référentiels. Enfin, on le dit, les États doivent encourager la création de référentiels de certification et c'est le G29 qui va les reconnaître. Donc il dit bien remontez-moi des idées. Pour répondre à Eric, je ne sais pas qui va gagner. Et si je le savais, je pense que... Tu te positionnerais, j'imagine. C'est ton métier. Non, mais malgré tout, on est quand même bien d'accord qu'il y a quand même déjà il y a un axe qui est quand même déjà fixé. Il y a déjà, j'allais dire, la loi donne déjà un cadre. Et ce cadre, il est effectivement des procédures et des procédures dans des produits. Donc, en l'occurrence, déjà, le cadre est posé. Bien. Après, il y a quand même des choses qui sont sujettes à interprétation. J'allais dire que vous avez les systèmes de management que vous connaissez peut-être que ça vous dit quelque chose, le système de management de la qualité par exemple, l'ISO 9001 doit peut-être vous dire quelque chose et la certification qui a quand même connu un certain succès si je ne m'abuse. Donc ceci reste un peu, j'allais dire, encore en discussion de savoir est-ce que ça fait vraiment partie du règlement ou est-ce que ça n'en fait pas partie. Et moi, j'aurais tendance à vous dire que je préférais que ça en fasse, puisque tant qu'à faire et qu'on veut utiliser ce type d'outils optionnels, pourquoi ne pas se donner, j'allais dire, une interprétation la plus large ? Et je crois que c'est ce que vous avez fait, au détriment, j'imagine, de Bruxelles, qui doit sauter donc sur l'estrade en disant encore ces maudits Français font bien ce qu'ils veulent. Et donc, moi, j'allais dire, pourquoi pas ? Il faut effectivement se donner, j'allais dire, la capacité d'essayer. La deuxième chose sur laquelle moi je voudrais insister aussi, c'est que pour moi, la certification et la normalisation, qui est la base de la certification, pourrait être demain, j'allais dire, une avant-garde de ce que demain pourrait être la législation. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est le droit souple dont tu parlais, Claire, qui consiste à dire qu'aujourd'hui, même si effectivement on met 3 ans pour mettre en place un référentiel, et ça peut être plus court si effectivement on utilise uniquement des consortiums donc d'entreprises, eh bien on pourrait imaginer que la certification et la standardisation aillent sur des domaines qui n'ont pas été couverts par le règlement.
Et vous avez un certain nombre de domaines sur lesquels on n'est pas très confortable parce qu'on ne sait pas effectivement comment ça va évoluer sur le big data, sur des choses qui sont quand même encore un peu mouvantes. Et de la même manière, je pense que l'Europe, si elle utilisait les mécanismes qui sont déjà préexistants et qui permettent notamment à la Commission de demander aux instituts de standardisation européens de se saisir d'un sujet, eh bien, pourrait rentrer sur ces sujets d'avant-garde pour proposer des référentiels et faire que demain, par des mécanismes de coopération que l'on a effectivement avec les instituts de normalisation internationaux, eh bien, nous proposions des choses effectivement à la communauté internationale en disant voilà, l'Europe, comme toujours à l'avant-garde effectivement dans ce domaine, eh bien, va commencer à travailler sur du big data, va commencer à réfléchir sur du smart meter, va effectivement commencer à réfléchir sur des sujets sur lesquels aujourd'hui la loi n'est pas capable de dire comment nous allons faire pour pouvoir le réguler. Vous avez aussi des questions autour des enfants, de savoir comment demain vous feriez pour pouvoir effectivement, à chaque fois que votre enfant va devoir aller sur un site, être derrière pour donner votre consentement. Pourquoi ne pas utiliser la certification et de dire, comme aux États-Unis ça existe, eh bien, vous avez des sites qui sont certifiés, qui vous disent qu'en effet, eh bien, ils ne prendront pas les données, les utiliseront de manière, j'allais dire, responsable. À mon avis, je pense que ça pourrait être dans ce sens. Et pour aller dans le sens d'Éric, le secteur privé a effectivement des initiatives. D'ailleurs, on les retrouve dans les parties prenantes à l'ISO. Et j'étais juste en train de me dire quel serait l'équivalent aujourd'hui de Boeing pour travailler au niveau et qui fasse norme. Aurais-je confiance dans l'équivalent, je vous laisse deviner le nom des sociétés, qui ferait norme dans la gestion des données personnelles? Voilà, c'est... On va peut-être arrêter cette discussion. Je vais prendre peut-être 2 ou 3 questions et après on ira dans la salle pour le cocktail. Arnaud, tu veux commencer ? Donc, Arnaud Belay, Security, ce n'est pas tout à fait une question, je triche, c'est une toute petite contribution d'une société qui affiche 5 certifications et labels. Donc, c'est un témoignage de l'utilisateur convaincu. Pour rebondir sur 2 sujets qui ont été abordés, la marque et la sanction. La marque, pour une PME par rapport à un grand groupe, ce n'est pas seulement prouver qu'on a le même niveau de compétence, c'est aussi des marques de substitution. Quand on appartient à une société comme la mienne, dont vous avez déjà oublié le nom et c'est normal, pouvoir afficher label CNIL ou certification NF logiciel, leur certification, NF et CNIL, ce sont des marques en notoriété et en qualité qui font tout de suite sens et qui rééquilibrent le déséquilibre PME grand groupe. Donc ça, c'est un témoignage, je dirais, vécu. La sanction, une société labellisée, certifiée, je mélange les deux, je sais que ce n'est pas bien, mais pour aller vite, on adore les contrôles et les sanctions vis-à-vis des petits collègues qui font croire qu'ils sont labellisés, certifiés. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut être extrêmement attentif quand on est un organisme de labellisation, de certification. Il faut évidemment surveiller ses clients pour savoir si le niveau ne baisse pas, voir s'il ne mérite pas d'être dégradé. Mais il faut aussi surveiller ceux qui ont tendance à faire croire par ruse, par subtilité, par allusion, qu'ils le sont. Parce que ça, vraiment, c'est quelque chose qui est dû à ceux qui ont fait l'effort d'être certifiés. Il faut défendre la marque et au seul profit de ceux qui l'ont mérité. Juste, c'est effectivement vrai, j'ai donné deux exemples. Dans beaucoup de pays, dans les codes de la consommation, vous avez des obligations sur les labels et les certifications. Parce que comme c'est quelque chose qui va qui va impacter l'échange marchand, puisqu'on donne une information, le certificateur peut être attaqué pour tromperie, en France aussi, aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, Bureau Veritas peut être mis dans une class action si un label qu'il a délivré est mal délivré ou si on ne va pas attaquer, on a une obligation d'aller attaquer ceux qui ne l'utilisent pas. Donc de toute façon, dans la réglementation sur les labels, il y a effectivement ce qu'on va retrouver dans des règlements généraux, mais dans tous les codes de la consommation équivalents, ça c'est la DGCCRF qui surveille que les organismes qui délivrent des labels le font en toute impartialité, respectent son de règles, de transparence, etc. Donc tout ça, ça reconnaît effectivement que ça a un impact sur l'échange, puisque ça peut donner une fausse information à l'acheteur. Voilà. Et donc, effectivement, il y a cette responsabilité-là. C'est pour ça que vous voyez plein de gens qui veulent créer des labels, plein de start-up. Souvent, on leur dit, attendez, il y a des codes de la consommation, il n'y a pas besoin d'avoir le GDPR, ça existait bien avant.
ne pouvez pas être labellisateur du jour au lendemain. Vous avez un certain nombre de règles de déontologie, d'impartialité et de transparence à respecter. Voilà. Alors, c'est très bien que tout le monde en joue un peu à un moment ou à un autre. Alors après, il n'y a jamais 100% de réussite sur les fraudeurs. Hein. Mais ça... Oui, tout d'abord, je voudrais vous remercier parce que je vous ai tous les quatre écoutés avec vraiment très, très grand intérêt. Alors, je me demandais si on pouvait ou se poser, selon vous, une question que vous n'avez pas trop abordée, qui est celle de la responsabilité. C'est-à-dire, quelle articulation faites-vous entre certification et responsabilité, d'abord du certifié, dans le sens que sa responsabilité pourrait être peut-être atténuée, et puis une éventuelle responsabilité du certificateur au moment où il donne la certification, et par la suite, s'il ne contrôlait pas les agissements ou l'attitude de l'entité certifiée après coup, donc il garderait la certification. Et donc, comme question globale, c'est celle vraiment certification et responsabilité. Vous avez raison, c'est une très bonne question. Et là, l'article 42 du règlement précise immédiatement que, alors même qu'effectivement, il indique qu'à la fois la Commission européenne, enfin, les États membres et les autorités de protection des données doivent promouvoir l'utilisation des mécanismes de certification marque et label. Pour autant, l'utilisation de ces outils n'exonère absolument pas de leurs responsabilités ceux qui vont s'en prévaloir. Donc ça ne permet pas effectivement de s'exonérer. Bien sûr, quand on évoque les articles sur les sanctions, il est pris en compte le fait d'avoir soit un mécanisme de certification ou un code de conduite parmi les éléments, et le groupe des CNIL européennes s'est interrogé sur la question de savoir si ça devait être un élément qui allait permettre de minorer le montant de l'amende, ou au contraire de le majorer si c'est alors même qu'il y avait ces engagements de prix, on ne pouvait pas se dire qu'il y avait une méconnaissance des règles, et c'est en définitive très casuistique. Ce sera au cas par cas que, en fonction des faits, des événements, pour l'application du montant de la sanction, seront pris en considération effectivement ce qui tourne autour du mécanisme de certification. Ce sera effectivement une étude au cas par cas, mais très honnêtement, je crois que là, ce serait vraiment vous mentir que de vous dire que je pourrais savoir quelle va être la position des autorités de protection des données dans l'hypothèse effectivement d'une procédure de concertation et de coopération sur un cas de sanction. Il y a une doctrine vraiment là à créer de toutes pièces. Du point de vue d'un certificateur, le règlement, il introduit des pénalités, des sanctions pour l'organisme certificateur. En fait, si je fais simple, même si c'est un raccourci qui est complètement faux, si les gens ont en tête les 20 millions, pour une entreprise certifiée, qui serait certifiée, c'est à peu près 10 millions l'amende. Enfin, ça permettrait de diviser par 2 l'amende, mais d'un autre côté, l'organisme certificateur, il risque 10 millions. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de partage qui a été fait. Quand vous êtes certifié, il y a quand même une partie de la responsabilité qui est du côté de l'organisme certificateur. Donc le règlement, il dit ça. C'est assez innovant, parce qu'en général, on n'est pas directement cité dans les règlements. Après, les responsabilités de l'organisme certificateur faut les serrer. En certification, vous avez normalement l'organisme certificateur, c'est celui qui va donner le certificat, enfin qui va faire l'audit et qui va faire l'audit. Et puis vous avez ce qu'on appelle en anglais, c'est le scheme owner. C'est celui qui est propriétaire du schéma de certification. C'est celui qui est propriétaire du référentiel et de l'ensemble des règles d'attribution de la certification. Et les responsabilités sont différentes. Si vous êtes propriétaire, si vous êtes scheme owner, vous êtes responsable en gros de la complétude de votre schéma de certification. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui n'est pas dans votre schéma de certification et que ça crée un problème, on va venir vous chercher en responsabilité. Si vous êtes uniquement auditeur, ce qu'on vous demande, c'est de vous assurer que vous avez bien respecté les règles professionnelles de ce schéma de certification dans le cadre des règles d'audit.
Et donc, en cas de mise en cause, on viendra justifier qu'on a bien respecté les guides d'audit en termes de durée d'audit, d'éléments audités, etc. Et donc, on a plutôt une obligation de moyens. On doit démontrer qu'on a mis les moyens d'auditeurs suffisants. Par contre, si on est propriétaire du schéma de certification, on a plutôt une obligation de résultat, puisqu'on doit à la fois montrer qu'on a bien audité et que notre schéma de certification est bien cohérent et complet par rapport au règlement ou par rapport à ce que les personnes vont comprendre du label. Et dernier point, j'ai déjà répondu. Dès lors qu'on va aller sur du B2C, il y a des règles dans les codes de la consommation. Parce que quelque part, on impacte l'échange. Voilà, et donc, il y a tout le problème de la tromperie, de la fausse information qui vient se rajouter en termes de responsabilité. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas devenir organisme certificateur du jour au lendemain. Il y a quand même, comme l'a montré, une chaîne de contrôle. Non, mais une chaîne de contrôle et de responsabilité qui est derrière. Non, mais je vois, il y a souvent beaucoup d'instituts ou de startups qui veulent créer des labels et délivrer des labels. Enfin, il y a quand même un certain nombre de règles dans beaucoup de pays, dans tous les pays occidentaux, y compris aux États-Unis. On ne délivre pas des labels comme ça, puisque de toute façon, on est soumis à beaucoup d'obligations, d'impartialité, etc., de transparence. La régression infinie, c'est bien sur le terme. Et puis, on a parlé de responsabilité juridique, puis il y a la responsabilité morale. C'est-à-dire que quelle est la promesse du certificateur, du référentiel? Quelle est la promesse? Moi, je souhaite bon courage à ceux qui prétendent qu'une fois certifiés, ils passeront, quel que soit le contrôle de la CNIL ou d'une autorité en Europe. Donc, il y a aussi une responsabilité morale qu'on n'a pas évoquée, c'est évidemment moins une sanction, mais du certificateur dans la promesse qu'il va faire du contenu même du référentiel. Je pense que c'est important de le préciser, parce qu'on est sur un marché, donc il va y avoir un certain nombre de promesses. Les labels vont certainement fleurir comme au printemps. Et donc, c'est très important qu'on puisse aussi surveiller cette part de responsabilité morale de la promesse du certificateur, de la promesse du référentiel. Bonjour, Laure Isabelle Ligaudin. Alors, je vous ai bien écouté, puis il y a des choses qui m'interrogent un petit peu sur ce que vous dites. Alors, je vais vous interroger. Alors, d'une part, on est dans un temps où cette réglementation prend une importance incroyable, alors que, comme le notifiait Madame Nerbonne, ça fait 40 ans que les entreprises auraient dû en prendre conscience. Donc, comme elles en prennent conscience maintenant pour des raisons que je ne qualifierai pas totalement de apeurées, mais quand même totalement en panique, il faut bien le dire, face aux sanctions potentielles, du coup, elles courent après la certification. La certification de quoi? On ne sait pas, parce qu'elles n'ont pas mis grand-chose en place, donc je ne sais pas vraiment ce qu'elles vont pouvoir certifier. Et je m'interroge un peu aussi, moi, alors c'est pas gentil pour vous, Monsieur Midrier, sur votre légitimité à certifier, comment, sur quelle base vous certifiez, quel espace, quel périmètre. Eric parlait de qualité. La privacy, c'est vraiment un ensemble d'énormément de choses à mettre en place. Monsieur Lebeugle parlait de normes. Moi, une norme privacy manager, j'en vois absolument aucun intérêt aujourd'hui. Il y aurait plutôt besoin d'une norme sur la gouvernance des données en général et leur valorisation. Les boîtes n'ont jamais discuté entre elles sur les différents services qui ont besoin de travailler ensemble pour savoir ce que c'est que de la protection de la vie privée. Et on va encore leur éviter le travail en leur mettant en place des certifications très rapides pour qu'elles puissent se dire conformes, alors qu'elles n'auront toujours pas fait le taf. Moi, personnellement, ça m'interroge beaucoup. Je comprends leur panique, hein. Je les ai au téléphone, je vais bosser avec elles, je sais. Particulièrement les PME, PMI. Les grandes boîtes aussi sont en panique. Je crois qu'elles n'ont jamais autant investi d'argent sur la protection de la vie privée. Et c'est très bien. Mais certifier quoi? Sur quelle base? Après, j'ajouterais que ce qui m'interroge aussi, c'est qu'on vous dit qu'il n'y a pas de référentiel. Pour moi, le RGPD est un référentiel en tant que tel. Le simple fait que le RGPD demande l'apport de preuves, c'est déjà un référentiel. Devoir apporter la preuve de ce qu'on a déclaré est auditable et peut permettre des certifications, peut-être pas du fait qu'on soit conforme, mais du fait qu'on ait fait le taf, en tout cas sur des parties qui peuvent être certifiées. Donc voilà, moi je m'interroge beaucoup sur ce que vous avez dit par rapport aux enjeux que vous proposez, qui sont les enjeux de l'économie numérique. Ce n'est pas des petits enjeux.
aux enjeux de la protection des individus, qui ne sont pas des petits enjeux, et qu'il ne faudrait peut-être pas, encore une fois, sacrifier aux besoins de rapidité, de rassurance d'entreprise, à qui vous ne promettez pas d'arriver avec des bâtons tels Guignol aux eaux de Vincennes, directement comme un gendarme pour taper dessus. L'envie maintenant, je crois que c'est que tout le monde fasse quelque chose d'intelligent sur le sujet et s'en empare. C'est l'envie de la CNIL, c'est l'envie de l'Europe. Sinon, elle aurait sorti des normes, des certificats et des sanctions et des audits. Elle n'aurait pas sorti le RGPD. Voilà. Donc je m'interroge beaucoup sur tout ça. Ouais, alors moi, je vais me permettre de répondre parce que je pense que le débat n'est pas bien posé, si je puis me permettre, en toute honnêteté. Il n'a jamais été écrit quelque part dans les 2 articles parmi les 99 que contient la loi que la certification allait sauver, j'allais dire, quoi que ce soit. C'est une option et ça le restera. Et l'objet ici, c'est d'essayer effectivement de mettre en place un certain nombre de process qui sont optionnels, dans lequel effectivement l'entreprise, et aujourd'hui effectivement il n'y a pas clairement, j'allais dire, de scope défini pour dire effectivement ce sera ça ou autre chose, mais j'allais dire que le principe est quand même là, que la première chose à faire, c'est de se mettre en conformité avec les 99 articles et qu'effectivement, on peut utiliser dedans, et c'est marqué à plusieurs reprises en français, en anglais, dans toutes les langues de la Terre, enfin européennes au moins, que vous pouvez utiliser ça pour effectivement démontrer votre conformité. Donc, imaginer que ça va être effectivement un bâton de salut est une très mauvaise idée. Donc, si vous avez l'occasion effectivement de faire passer le message, n'hésitez pas. Parce que d'abord, il n'y a pas de schéma en place. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça coûte très cher et ça demande d'avoir un niveau, j'allais dire, de conformité qui soit suffisant pour espérer décrocher la certification. Dernière intervention. Non, mais juste, j'ai jamais dit qu'on délivrait des certificats rapidement et pas cher. De toute façon, ce serait... Non, mais j'ai jamais dit ça. Attendez, je vais vous dire quelque chose. La valeur d'un certificateur, c'est la valeur de sa marque. Et l'autre élément pour vous rassurer, c'est que quand on a une liability potentielle de 10 millions d'euros par entreprise certifiée, je peux vous rassurer que votre assureur, il vous pose des questions sur votre organisation. Donc, il y a les mécanismes de contrôle, de régulation interne aux organismes de certification, au-delà du COFRAC et de la CNIL, qui font que si on commence à faire ça, la valeur de la marque Bureau Veritas, c'est 0, et après, plus aucune entreprise viendra nous chercher. Donc, de toute façon, c'est ça d'ailleurs qui est assez intéressant dans le fait que, et c'est une des raisons pour laquelle la Commission européenne pousse à la certification privée, c'est qu'elle s'autorégule parce que les mauvais, normalement, ils sortent du marché très vite. C'est comme une assurance. Dès que vous n'avez plus confiance dans l'assurance, vous n'allez plus vous faire assurer. Donc, de toute façon, il y a ce mécanisme-là général. D'autre part, comme je vous l'ai dit, le principe de la certification, c'est de la transparence. Donc, si vous voulez savoir sur quel est le référentiel qu'on a produit, il est en ligne sur notre site internet. Donc, vous verrez exactement l'ensemble des chapitres avec les matrices de conformité, avec le règlement, avec tout ce que vous voulez. Et on fera comme tout le monde, on enverra notre proposition au G29 et on attendra qu'il soit approuvé. Donc, de toute façon, après, si Veritas fait la certification privée sur le GDPR, aujourd'hui, je n'en ai pas l'autorisation de ma direction des risques. Voilà. Donc, nous n'avons pas de demande massive de certification. Là où les gens, pourquoi on a publié notre référentiel rapidement, c'est parce que les entreprises ont besoin qu'on transforme les 99 articles en 10 pages applicables dans une entreprise. Donc l'effort qu'on a fait, c'est de transformer 99 articles en processus d'entreprise, en processus qualité. Ce que la CNIL a fait, est-ce que beaucoup de gens vont faire, est-ce que toute entreprise va faire? Parce que dans une entreprise, il y a une chose qu'il faut oublier, il n'y a qu'un seul système qualité qui traite de sécurité, d'environnement, de privacy, de qualité produit. Il n'y a qu'un seul système qualité qui fonctionne. Donc je pense que notre position, c'était de dire qu'il faut faire une modification génétique des systèmes qualité des entreprises pour introduire l'aspect privacy dans le système qualité, pas à côté du système qualité. Sinon, c'est inapplicable. Non, mais voilà. Donc c'est cet effort-là qui a été fait. Après, les entreprises, elles prennent ou elles ne prennent pas, mais en tout cas, c'est complètement transparent.